C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Demain, Marine Le Pen sera en meeting à Reims. Il y a une symbolique royale dans le lieu ou pas ? C'est là que tout a commencé. Reims, c'est le symbole éminent de notre histoire nationale. Et puis c'est surtout le top départ de la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, puisqu'on sera à 64 jours du premier tour de l'élection présidentielle où nous comptons bien sacrer Marine Le Pen, présidente de la République. En tout cas, sacré, oui, bon, d'accord, je vous laisse ce terme. En tout cas, la guerre fait rage avec Éric Zemmour qui sera à Lille au même moment. C'est un véritable duel à distance qui s'est engagé. Marine Le Pen, dans le Figaro, ne ménage pas Éric Zemmour, et notamment ceux qu'il tente de débaucher du Rassemblement National. C'est une tentative de sabotage qui finit de confirmer mon analyse sur Éric Zemmour. Il ne se bat pas pour gagner, mais pour tuer le Rassemblement National. Il veut tuer le Rassemblement National et Marine Le Pen, symboliquement bien sûr. Marine Le Pen se bat, elle, aujourd'hui, on le voit dans toutes les intentions de vote, pour la première place de l'élection présidentielle. Elle est qualifiée au second tour dans la quasi-totalité des sondages et elle est donnée au coude à coude avec Emmanuel Macron, donc en capacité de l'emporter. On est sur des 45-55, donc sur des marges d'erreur à quelques points et à quelques pas de l'Élysée. Donc la victoire, elle est possible pour le camp des nationales. Éric Zemmour, aujourd'hui, il se bat pour la 4e place de cette élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Or, si vous voulez, nous, on ne comprend pas la plus-value aujourd'hui de la candidature d'Éric Zemmour, puisque, en vérité, voter pour Éric Zemmour, qui est aujourd'hui autour des 12% d'intention de vote, c'est évidemment affaiblir le camp national et c'est surtout permettre et risquer que Valérie Pécresse se qualifie à la place de Marine Le Pen au second tour. Et donc se retrouver avec un second tour Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, si c'est ça, si vous voulez, le résultat de l'opération Zemmour, alors je pense que beaucoup de patriotes vont se réveiller avec la gueule de bois le 10 avril au matin. Et sur le fond, c'est vrai que... ne pas voter s'il y avait un second tour Macron-Pécresse. Sur le fond... Vous ne choisiriez pas ? Pardon ? Vous ne choisiriez pas entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ? C'est-à-dire que entre les jumeaux Pécresse-Macron, c'est difficile de choisir. Si vous arrivez à me donner ne serait-ce que 3 différences entre les deux, franchement, bon courage. Je pense que Madame Pécresse est une hidalgo de droite. Je pense qu'elle a énormément de mal à démarrer sa campagne pour la simple et bonne raison qu'elle ne suscite aucun espoir. Les Républicains, ils ont été au pouvoir, les Républicains ont un bilan, et elle dit elle-même qu'elle veut faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire. Donc je pense que les idées nationales que nous représentons, le camp des patriotes que nous représentons, l'arrêt de l'immigration, le retour de l'ordre, de l'autorité, l'arrêt du racket fiscal, la volonté de rendre aux Français leur pays, leur argent, ce projet que nous portons, il peut arriver au pouvoir, et surtout, on doit éviter la réélection d'Emmanuel Macron qui amènerait un nouveau quinquennat de mépris, de chaos, de violence, d'impuissance face à l'insécurité, à l'immigration et surtout de raquettes fiscales. Donc je dis que les patriotes doivent aujourd'hui se rassembler derrière celle qui est le mieux placée et c'est incontestablement Marine Le Pen qui est aujourd'hui la mieux placée. Et c'est vrai que tout autre choix entraînerait le risque d'une qualification de Valérie Pécresse et donc l'élection de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire strictement aucune différence et donc 50 perdus pour notre pays. Est-ce qu'elle a raison quand elle dit qu'elle retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues et reparties remplies de personnages sulfureux? Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Il y avait des nazis au Front National qui sont partis chez Éric Zemmour, monsieur Bardella, des nazis? C'est une façon de parler. Lorsque Éric Zemmour réunit aujourd'hui dans ses meetings tous les compagnons de route du rassemblement, toutes les chapelles, les anciennes chapelles du rassemblement, du Front National d'il y a 30 ans, ces gens-là que nous avons plus ou moins écartés. Vous le savez, Marine Le Pen a eu une action très forte lorsqu'elle a pris la tête du Front National pour transformer un parti d'opposition, de témoignage en une formation de gouvernement, a été amenée à écarter tout un certain nombre de personnes qui pouvaient être des personnes sulfureuses qu'on retrouve aujourd'hui, c'est vrai, autour, dans les meetings ou dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. Donc on n'est pas dans la même démarche, si vous voulez. Aujourd'hui, on est en train de créer, avec Marine Le Pen, une très grande force populaire. On n'est pas en train, si vous voulez, de recomposer des chapelles. Je pense qu'Éric Zemmour confond la fermeté avec la brutalité et que la stratégie qu'il a mise en place, qui est une stratégie du buzz, de la polémique, de la provocation en quelque sorte, ne lui permettra pas de se qualifier au second tour, et les Français le savent, encore moins de gagner l'élection présidentielle. C'est très intéressant, moi je regardais ce matin. L'accusation est grave, monsieur Bardella. À dire qu'il y a des nostalgiques du Troisième Reich qui sont passés chez Éric Zemmour, c'est une accusation grave. Il y a des gens, effectivement, autour d'Éric Zemmour, qui sont des gens peu recommandables, bien sûr.
mais qui sont nostalgiques du Troisième Reich. Excusez-moi, moi je sonde pas les cœurs et les reins. Je vais pas rentrer. Non, mais moi je sonde pas les cœurs et les reins. Les Français voient bien que aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même ligne stratégique avec Éric Zemmour, qu'on peut partager des points communs évidemment sur le fond, sur la question si essentielle de l'immigration qu'on porte depuis 30 ans, mais compte tenu de la ligne extrêmement brutale qu'il a choisi d'adopter, je pense que Éric Zemmour n'est pas du tout en capacité aujourd'hui de se qualifier pour le second tour. Et que, vous savez, pendant très longtemps, on nous a reproché d'être trop brutal et on nous a dit vous êtes trop radical, trop brutal pour pouvoir espérer un jour l'emporter. Je pense que aujourd'hui, le projet que nous avons est un projet sérieux, c'est un projet puissant, c'est un projet qui convainc. Marine Le Pen était il y a quelques jours auprès des chefs d'entreprise, d'éthique, qui a convaincu une grande partie des chefs d'entreprise. Nous avons de bons retours aussi, vous l'avez vu, j'ai vu des policiers témoigner également sur votre antenne, sur les propositions qu'elle a formulées auprès du syndicat Alliance pour les policiers, sur la sécurité. Donc, vous voyez qu'on est dans une logique qui consiste à prendre nos responsabilités, à faire preuve d'une forme de raison pour évidemment rassurer les Français d'abord et rassembler une majorité de Français pour l'emporter face à Emmanuel Macron. Et c'est très intéressant, moi j'en termine, mais je regardais ce matin les sondages de second tour que vous avez présentés sur votre antenne. On voit qu'en cas de second tour, Le Pen-Macron, on est très très proche. Sur un second tour, Zemmour-Macron, Emmanuel Macron gagne très largement à près de 65%. Donc, vous voyez bien que la stratégie qu'on a mise en place est la bonne. Nous allons continuer en ce sens. Et je pense que tous les patriotes doivent aujourd'hui voter pour la mieux placée, en tout cas dans 2 mois, qui est aujourd'hui Marine Le Pen. Et puis Éric Zemmour, il veut sauver la droite. Il le dit, moi, ma stratégie, c'est l'union de la droite. Et vous n'y croyez pas ? J'ai pas envie de m'allier avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. Je pense que c'est un clivage qui est dépassé et qu'en vérité, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France. C'est de rassembler l'ensemble des patriotes. Et nous ne souhaitons pas sauver la droite, mais sauver la France et protéger les Français. Où est-ce que vous en êtes des défections, des ralliements Éric Zemmour, Nicolas Bay, Stéphane Ravier, Marion Maréchal ? Est-ce que vous avez... Alors bon, déjà, c'est des cas très différents. Marion Maréchal s'est retiré de la vie politique. Nicolas Bay et Stéphane Ravier, jusqu'à preuve du contraire, ont indiqué qu'ils restaient dans la campagne de Marine Le Pen et qu'ils estimaient aujourd'hui que Marine était la mieux placée pour l'emporter. Donc vous êtes sûr qu'il va rester dans votre camp ? C'est vrai, en politique, on n'est jamais sûr de rien, mais s'agissant de Nicolas et de Stéphane Ravier, je pense effectivement qu'il reste. Un sujet sur les parrainages. On a vu le nombre de parrainages le décompte est désormais public chaque jour. 35 parrainages pour Marine Le Pen, c'est extraordinairement peu. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage avec les autres candidats ? Nous avons des difficultés importantes pour rassembler l'ensemble de ces parrainages. Alors c'est un décompte qui est fait en temps direct, en temps réel sur le site du Conseil constitutionnel. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, moi par exemple, je remplirai le mien aujourd'hui et je l'enverrai aujourd'hui. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes autour des 430 promesses de parrainage et qu'il nous manque encore aujourd'hui 70, allez disons une très grosse centaine de parrainages pour pouvoir officialiser la candidature de Marine Le Pen, qui est soutenue par le Rassemblement national. Ça pose un problème démocratique. Moi j'en appelle aux maires. Je veux dire, on ne peut pas concevoir aujourd'hui que des gens qui représentent, comme nous, 19% d'intention de vote, 18% d'intention de vote et 46% d'intention de vote au second tour, ne soient pas représentés dans cette élection présidentielle. Il y a une possibilité qu'elle ne soit pas présente à l'élection présidentielle, Marine Le Pen ? Je pense que nous les aurons. Je ne veux pas croire que Marine Le Pen, qui a réuni 11 millions de Français lors de la dernière élection présidentielle, ne puisse se présenter. Mais je dis juste que nous avons besoin aujourd'hui que les maires acceptent de jouer le jeu de la démocratie. C'est très difficile pour eux parce que vous savez que beaucoup reçoivent des pressions. Beaucoup de maires, notamment des maires ruraux, dépendent des intercommunalités, des communautés d'agglomération pour pouvoir avoir leurs subventions. Et c'est vrai que quand les subventions sont détenues par les Républicains ou par le Parti Socialiste, il y a un décalage aujourd'hui très, très important. Quand vous voyez que des partis qui représentent plus rien, comme le Parti Socialiste de Mme Hidalgo, qui est aux alentours des 3% dans les sondages, n'ont aucune difficulté et aura plusieurs centaines de parrainages, ça pose question de la démocratie et des freins qui sont posés aux gens qui se présentent à la présidentielle. Donc j'en appelle aux maires. Il y a plus de gens qui parrainent Éric Zemmour que Valérie Pécresse, que Marine Le Pen, pardon. Parce que les Républicains lui donnent les parrainages. Parce que Valérie Pécresse lui permet elle est son actionnaire majoritaire. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit sur C8 juste avant les fêtes de Noël. Il le dit. Valérie Pécresse me donnera les parrainages parce que si je ne peux pas me présenter à cette élection présidentielle, Éric Zemmour le dit, Marine Le Pen sera automatiquement qualifiée pour le second tour. Donc moi je connais mon adversaire dans cette élection, c'est Emmanuel Macron. Et je me demande si effectivement l'adversaire d'Éric Zemmour, c'est pas davantage Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron qui l'épargne dans la quasi-totalité de ses interventions. Ce que je déplore est ce qui commence à paraître suspect pour beaucoup de Français. Est-ce que vous souhaitez que le président Macron entre rapidement en campagne ou est-ce que ça ne changera rien pour le déroulement du débat démocratique ?
Ça pose un problème de fond que, à 2 mois de l'élection présidentielle, le président sortant qui est candidat à sa réélection, il n'y a pas de débat, les parrainages commencent à arriver sur le site du Conseil constitutionnel, et il les a déjà. Reste dans sa cachette, qu'il refuse de descendre dans l'arène pour défendre son bilan. Mais quand on a un bilan comme celui de M. Macron aujourd'hui, en termes d'explosion de la fiscalité, d'insécurité qui aujourd'hui n'épargne plus aucun territoire, que ce soit les grandes villes, les banlieues, les campagnes, d'impuissance en matière migratoire, de montée du fondamentalisme islamiste sur tout le territoire français, je comprends qu'ils ne souhaitent pas entrer en campagne. Mais c'est une drôle de conception de la démocratie. C'est un mépris pour les Français que de dire je ne descends pas dans l'arène et je me dissimule derrière le costume du président de la République pour ne pas venir débattre avec l'ensemble des candidats. Donc c'est un mépris pour les Français, c'est un mépris pour la démocratie. Mais je pense que le mépris aura été la marque de fabrique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle il faut changer de président. Jordan Bardella, vous avez été mis en examen pour avoir comparé la ville de Trappes à une république islamique. Vous maintenez vos propos? C'est une enclave islamique? Je maintiens mes propos. La ville de Trappes, comme la ville de Roubaix, comme la ville de Saint-Denis où j'ai grandi, sont évidemment des petites républiques islamiques en miniature. Ce sont des enclaves aujourd'hui communautaristes. Toute la ville, madame. Roubaix, c'est Trappes toute la ville. aura été, mais c'est une très grande partie de la ville. Je veux bien qu'on joue sur les mots, je veux bien qu'on joue sur le nombre de rues qui est concerné par cela. La vérité, c'est que l'ensemble de ces villes qui ressemblent plus à l'Afghanistan qu'à notre si beau pays, la France, risquent d'être le futur de notre pays, de tout notre pays, si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne reprenons pas dès maintenant le contrôle. Dans la ville de Trappes, c'est, d'après monsieur Keppel, la capitale européenne du djihad. Il y a eu 85 départs en Syrie, 85 départs pour la Syrie, pour aller faire le djihad. C'est une ville dans laquelle certains bars ont arrêté de vendre de l'alcool. Encore une fois, tout ce que je dis, il y a eu des dizaines d'articles, des dizaines de témoignages, de reportages. C'est un article de l'Express qui disait que dans certains bars de Trappes, on est obligé d'arrêter de vendre de l'alcool si on veut garder de la clientèle, qui est une clientèle à majorité musulmane. Or, aujourd'hui, dans des villes où vous avez 70-80% de Français de confession musulmane, ce sont les radicaux qui ont gagné, ce sont les radicaux qui se sont imposés. Or, le changement de population induit un changement de civilisation qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans ces quartiers comme on vit en France, avec d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres mœurs, et ces mœurs-là ne sont pas les mœurs de la France. Donc je pense que vraiment l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est la survie de notre pays, c'est de sauver la France, c'est de sauver l'identité de notre pays, et beaucoup de Français aujourd'hui dans ces quartiers sont partis parce qu'ils ne reconnaissent plus le pays dans lequel j'ai grandi. Et rendez-vous compte, à l'heure où certains de vos confrères, à l'heure où un habitant de Roubaix sont placés sous protection policière pour un reportage qui a été diffusé par M6 sur l'islamisme à Roubaix, où on s'aperçoit que l'islamisme a conquis ces territoires simplement pour avoir décrit le réel. Je suis poursuivi, moi, par la justice de notre pays, qui, j'ai le sentiment, poursuit le même objectif que les islamistes, faire taire ceux qui dénoncent le réel. Emmanuel Macron veut réformer l'espace Schengen. On parle bien sûr d'immigration, création d'un conseil de pilotage de l'espace Schengen, un mécanisme d'intervention rapide. Il augmente les effectifs de Frontex. C'est à peu près quand même exactement ce que vous demandez. Rétablir les contrôles aux frontières, etc. Est-ce qu'il dit la même chose que vous? D'abord, il faut être prudent sur les annonces, si vous voulez, à 2 mois de l'élection présidentielle. Souvent, on a un peu le sentiment qu'on est très attaqué, on a été très contesté dans la vie politique, mais en fait, tous les autres candidats viennent un peu pomper notre programme et pomper en tout cas la philosophie de nos idées à 2 mois des élections. L'espace Schengen est une véritable passoire. Emmanuel Macron, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui au Parlement européen sur ce sujet lorsqu'il est venu dans l'hémicycle, souhaite faire adopter le pacte européen pour les migrations, qui est un pacte qui a vocation à renforcer encore davantage les compétences de Bruxelles en matière d'immigration. Or, il est vrai que si Emmanuel Macron est réélu le 24 avril prochain, alors la France perdra encore davantage la possibilité de maîtriser sa politique migratoire, puisque seront adoptées notamment les relocalisations forcées. C'est-à-dire qu'on va vous imposer dans les villes et villages français des migrants, plusieurs dizaines de migrants, soit vous les acceptez, soit vous devrez payer. Dans le même temps, il veut accélérer les expulsions. Il dit on n'est pas assez efficace pour les expulsions. C'est le en même temps. Il avait promis, souvenez-vous, en 2017, pendant la campagne présidentielle, que 100% des obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des procédures d'expulsion, seraient menées à leur terme. On se rend compte qu'on est aujourd'hui autour des 12%. Donc en vérité, tout le monde rentre dans la France d'Emmanuel Macron, mais personne ne sort. Notre pays est devenu un hôtel, c'est devenu l'hôtel de l'Afrique. Il y a des centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année dans notre pays. 450 000 personnes de manière légale, 900 000 personnes d'après M. Stefanini s'agissant des clandestins. Donc il faut arrêter tout cela et nous faisons une promesse aux Français. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République le 24 avril, nous décréterons un moratoire sur l'immigration. Stop, on ne rentre plus. Le temps de remettre en ordre
Évidemment, pour les clandestins, le temps de remettre en ordre la politique migratoire. Nous voulons faire en sorte que les demandes d'asile soient traitées depuis les ambassades et les consulats à l'étranger. Et nous voulons surtout que notre pays cesse d'être attractif pour la terre entière en réservant les aides sociales aux Français et en instaurant dans le droit français la priorité nationale. C'est-à-dire dans le logement. On sait qu'un tiers des immigrés, 31% des immigrés selon l'INSEE vivent aujourd'hui en HLM. Le logement sera réservé aux familles françaises parce que ce sont les Français qui cotisent, pour les nouvelles activités, Français qui travaillent, bien sûr. Et dans l'emploi, il y aura ce qu'on appelle aussi la priorité nationale, c'est-à-dire à compétences égales, l'emploi devra aller d'abord à des travailleurs français parce que nous avons 6 millions de chômeurs et qu'il faut arrêter d'être plus généreux avec les autres qu'avec les autres. Il y a certains secteurs en pénurie de manœuvre qui ne trouvent personne d'autre que les étrangers. Parce que les salaires sont très faibles et qu'en réalité, vous regardez en Grande-Bretagne, on a arrêté l'immigration clandestine, en tout cas on a durci l'immigration clandestine. Les salaires ont augmenté de 8%, en grande partie à cause de cela. Et moi je refuse qu'on utilise aujourd'hui l'immigration pour faire, soi-disant, le travail que les Français ne voudraient pas faire. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Lézard pour la suite.